Le cirque est devenu un refuge pour ceux que la société rejetait, du garçon aux griffes à la femme à 4 jambes, en passant par la fille à la langue incroyablement longue. Ces soi-disant monstres ont embrassé la scène, transformant leurs différences en une véritable performance. Rejoignez-nous et pensez à vous abonner pour plonger dans les vies exceptionnelles de ces phénomènes de cirque, qui ont bel et bien existé. Numéro 20, dans l'histoire des spectacles de curiosité, peu de performeurs ont captivé l'imagination du public comme Grady Stiles Jr., connu sous le nom de l'homme homard. Né en 1937, il souffrait d'une maladie génétique rare, l'ectrodactylie, qui fusionne les doigts et les orteils, leur donnant l'apparence de pinces de homard. Grady semblait destiné à une vie sous les projecteurs. Son père, lui-même atteint de la même condition, avait tracé la voie en travaillant dans les circuits de carnaval comme attraction. Naturellement, le jeune Grady suivit ses traces, rejoignant l'entreprise familiale et parcourant le pays avec ses frères et sœurs, eux aussi atteints, sous le nom de famille Homard. Les spectateurs étaient fascinés par leur apparence inhabituelle et leur habileté à manipuler des objets avec leurs mains en forme de pince. Mais derrière le rideau, se cachaient des ténèbres. Malgré sa célébrité et son succès, Styles était un homme profondément tourmenté, alcoolique et d'un tempérament violent. Il terrorisait sa famille et son entourage, et sa colère culmina tragiquement avec le meurtre du fiancé de sa fille. Bien qu'il ait été reconnu coupable, sa condition physique unique lui permit d'échapper à la prison, un rebondissement qui n'a fait qu'ajouter à la fascination morbide autour de sa légende. Numéro 19, des griffes aux pieds colossaux, les spectacles de curiosité mettaient en lumière les caprices de la nature. L'un de ces phénomènes a émergé des forêts de l'Ohio, Mills, connue sous le nom de la fille Bigfoot de l'Ohio. Née en 1860, elle souffrait de la maladie de Moyer, une affection rare qui faisait croître ses pieds à une taille gigantesque. Mills semblait destinée à vivre à l'écart de la société, mais elle refusa de laisser sa condition la définir. Mesurant seulement 1,57 m pour à peine 52 kg, elle affichait une silhouette frappante, avec un corps frêle qui contrastait avec ses pieds énormes, chacun mesurant 48 cm de long et 18 cm de large. En 1885, Mills fit le choix audacieux de mettre en valeur sa différence physique et de rejoindre le circuit des spectacles de curiosité. Surnommée la fille Bigfoot de l'Ohio, elle parcourut le pays, captivant le public avec ses pieds démesurés et sa personnalité charmante. Ses promoteurs allèrent jusqu'à offrir une récompense de 5 000 $ à tout homme prêt à l'épouser, une astuce publicitaire qui renforça encore son aura de mystère. Mais le chapitre le plus marquant de l'histoire de Mills resta à venir. En 1886, elle rencontra William Brown, le frère de son infirmière, dont elle tomba amoureuse. Ils se marièrent peu après, une union qui défia les conventions et prouva que l'amour pouvait s'épanouir dans les endroits les plus improbables, même sous le chapiteau d'un cirque. Numéro 18, alors que Mills étonnait le public avec ses pieds gigantesques, un autre phénomène des spectacles de curiosité se préparait à briller sous les projecteurs, cette fois avec une jambe supplémentaire. Voici Francesco Lantini, surnommé la merveille à 3 jambes. Né en Sicile en 1889, il souffrait d'une anomalie rare, il possédait une 3e jambe, résultat d'un jumeau parasite qui ne s'était pas complètement séparé in utero. Là où d'autres auraient vu une simple source de souffrance, Lantini y vit une opportunité. Dès son plus jeune âge, il apprit à naviguer dans le monde avec son anatomie unique. Sa 3e jambe, équipée d'un pied rudimentaire émergeant de sa hanche droite, lui permettait de marcher, courir, et même faire du vélo. Son agilité et son équilibre exceptionnel attirèrent l'attention des promoteurs de spectacles de curiosité à travers le monde. À l'âge de 8 ans, Lantini entreprit un voyage vers les États-Unis, où il devint l'un des performeurs les plus célèbres de l'histoire du cirque. Surnommé le Grand Lantini, il impressionnait les foules avec ses exploits incroyables, il jouait au football, franchissait des obstacles et dansait avec une agilité qui démentait son physique inhabituel. Mais l'histoire de Lantini ne se résumait pas à un simple spectacle. Hors des projecteurs, il était un homme accompli, un mari et un père qui défia les probabilités pour mener une vie pleine de sens et de dignité. Il devint citoyen américain naturalisé, se maria et eut 4 enfants en bonne santé, utilisant ses revenus pour acheter une ferme pour sa famille en Italie. Numéro 17, le torse humain dansant sur 3 jambes captivait le public, mais la véritable merveille venait d'un artiste sans membre, entré dans le monde extraordinaire du prince Randian, où l'impossible devenait réalité. Je jetai un coup d'œil furtif et aperçus Madame Tetra Lady nous scrutant attentivement. Née en Guyane britannique en 1874 avec une condition connue sous le nom de syndrome de Tetra Amélie, Randian vint au monde sans bras ni jambes, un véritable miracle vivant dont l'existence même semblait défier les lois de la nature. Cependant, là où d'autres auraient vu des limites,
Randian y voyait des possibilités. Dès son plus jeune âge, il perfectionna ses compétences, apprenant à écrire, peindre et même se raser uniquement avec sa bouche. Sa dextérité et sa détermination attirèrent rapidement l'attention du grand showman P.T. Barnum, qui savait reconnaître une étoile quand il en voyait une. Sous la tutelle de Barnum, Randian devint une sensation, accomplissant des exploits qui laissaient le public sans voix. Il pouvait rouler des cigarettes avec ses lèvres, les allumer avec une allumette et les fumer avec une grâce déconcertante qui dissimulait la difficulté de l'exploit. Son esprit vif et sa personnalité engageante le rendaient irrésistible pour tous ceux qui le rencontraient, et il devint rapidement l'un des artistes les plus recherchés de son époque. Mais la vie de Randian ne se résumait pas à la scène. Il était aussi un mari et un père aimant, marié à sa bien-aimée, la princesse Sarah, avec qui il éleva 5 enfants. Doté d'une intelligence exceptionnelle, il était également un linguiste talentueux, parlant couramment 4 langues. Numéro 16, si Randian prouvait que les limites ne sont que des illusions, le phénomène suivant brouillait la ligne entre l'homme et la bête. Des confins les plus reculés de l'Empire russe vint un enfant dont l'apparence fascinait et choquait le monde. Il s'appelait Stéphane Bobrowski, et tout son corps, de la tête aux pieds, était couvert d'une épaisse crinière léonine. Né en 1891 avec une condition rare appelée hypertrichose, l'apparence inhabituelle de Bobrowski relevait presque de la légende. Certains prétendaient que sa mère avait été effrayée par un lion pendant sa grossesse, tandis que d'autres murmuraient qu'il était le fruit d'une mystérieuse malédiction. Quelle que soit la vérité derrière ces récits, une chose était certaine, Bobrowski était destiné à une vie sous les projecteurs. Présenté sous le nom de Lionel, l'homme au visage de lion, il devint une star du cirque Barnum et Bailey. Son tempérament doux et son intelligence remarquable charmaient les foules du monde entier. Malgré les défis qu'il affronta, Bobrowski refusa d'être défini par son apparence. Il était un linguiste talentueux, un athlète accompli et un mari et père dévoué. Numéro 15, alors que la Russie offrait au monde un lion humain, l'Amérique cultivait son propre prodige dans les collines du Tennessee. En 1870, naquit une enfant qui allait captiver l'imagination de toute une nation. Elle s'appelait Ella Harper, et dès son premier souffle, il était évident qu'elle n'était pas une fille ordinaire. Harper naquit avec une condition orthopédique rare, qui allait définir sa vie et son héritage, le genu recurvatum congénital, une particularité qui faisait que ses genoux se pliaient à l'envers, donnant à ses jambes une ressemblance frappante avec celle d'un chameau. C'était une condition qui aurait pu condamner un esprit moins courageux à une vie d'isolement et de désespoir, mais Harper était d'une toute autre trempe. Dès son jeune âge, elle apprit à embrasser sa physiologie unique, marchant à 4 pattes avec une grâce et une agilité qui stupéfiaient tous ceux qui la voyaient. Sa démarche inhabituelle lui valut rapidement le surnom de fille chameau, un nom qui la suivit sur la scène des spectacles forains. À seulement 16 ans, Harper rejoignait le cirque WHH Harris Nickel Plate, où elle devint une sensation instantanée. Les foules s'émerveillaient devant ce phénomène de la nature. Cependant, Harper n'était pas destinée à rester longtemps sous les feux de la rampe. Après une seule saison, elle prit la décision audacieuse de quitter le monde des spectacles. Avec ses économies durement acquises, elle se lança dans la poursuite d'une éducation et construisit une vie selon ses propres termes. Numéro 14, tandis que la condition d'Ella Harper la portait vers les cieux, un autre artiste captivait les foules en s'élevant haut par sa personnalité, malgré sa taille miniature. Dans un monde qui associe souvent la taille à l'importance, Charles Sherwood Stratton était un titan de charme et de persévérance. Né dans le Connecticut en 1838, il souffrait d'une forme rare de nanisme et cessa de grandir à seulement 64 cm. Cependant, sa petite stature dissimulait l'impact immense qu'il aurait sur le monde. Découvert par le légendaire showman P.T. Barnum, Stratton devint une sensation sous le nom de scène Général Tom Thumb. Son esprit vif, son charme irrésistible et sa présence scénique indéniable en faisaient une figure adorée dans le monde entier. Il se produisit devant des rois et des présidents, et sa renommée et sa fortune grandirent au fil des ans. Mais Stratton n'était pas seulement une curiosité de foire, il était également un homme d'affaires avisé, collaborant avec Barnum pour bâtir un empire du divertissement qui perdurerait à travers les générations. Lorsqu'il tomba amoureux de sa collègue Lavinia Warren, leur mariage devint l'événement social de la saison, célébrant le pouvoir de l'amour à transcender toutes les frontières. Numéro 13, alors que Stratton prouvait que la grandeur existe sous toutes les formes, un autre artiste démontrait que parfois, moins c'est vraiment plus. Dans les annales de l'histoire médicale, rares sont les cas aussi déconcertants que celui d'Isaac W. Sprague, l'homme qui allait être connu sous le nom de le squelette vivant. Né dans le Massachusetts en 1841, Sprague était, à la naissance,
un enfant en bonne santé et robuste, sans aucun signe de l'étrange affection qui allait bientôt s'emparer de lui. Mais à l'adolescence, quelque chose commença à changer. Malgré un appétit vorace, son corps se mit à dépérir, son physique autrefois sain devenant de plus en plus maigre et squelettique, sous les yeux perplexes de ses médecins. Ce fut un mystère qui troubla la communauté médicale pendant des décennies. Au fur et à mesure que son état empirait, son poids chuta à un incroyable 43 livres, son corps n'étant guère plus qu'un assemblage d'os et de tendons. Ce spectacle horrifiait et fascinait à la fois le public. Bientôt, le jeune homme devint l'objet d'une curiosité morbide. C'est alors qu'intervint P. T. Barnum, le légendaire impresario et homme de spectacle, qui y vit une opportunité à ne pas manquer. Sous l'aile de Barnum, le squelette vivant devint une sensation. Son apparence émaciée et sa résilience incroyable suscitaient l'émerveillement des spectateurs à travers tout le pays. Cependant, Sprague n'était pas qu'une simple attraction de foire. C'était un homme doté d'un courage et d'une détermination rares, refusant de laisser sa condition le définir. Malgré les souffrances physiques imposées par sa maladie, il se maria 2 fois, eut 3 enfants et survécut même au grand Barnum lui-même. Numéro 12, en laissant derrière nous l'homme qui ne pouvait pas prendre de poids, nous découvrons une femme dont la condition unique pesait lourdement sur les normes sociales. Des forêts luxuriantes de Porto Rico émerge l'histoire de Priscilla Lotte, une femme dont l'existence même brouillait les frontières entre l'humain et la bête. Née en 1911 avec une condition connue sous le nom d'hypertrichose, le corps de Priscilla était recouvert, de la tête aux pieds, d'une épaisse couche de poils, ce qui lui valut le surnom de fille singe. Mais l'histoire de Priscilla n'était pas celle de l'isolement et du désespoir. À l'âge tendre de 3 ans, son père l'emmena à New York, espérant trouver des réponses à l'état inhabituel de sa fille. Ce qu'il ignorait, c'est que sa quête de connaissances médicales mènerait Priscilla sur la voie de la célébrité dans les foires. C'est alors qu'intervint Karl Lehr, un homme de spectacle bienveillant, qui vit en Priscilla non pas une simple curiosité à exhiber, mais une enfant ayant besoin d'amour et de protection. Sous sa direction, Priscilla s'épanouit. Son apparence unique et son sourire malicieux captivèrent les foules à travers tout le pays. Puis vint l'amour, sous la forme de Med Bajano, l'homme légendaire à la peau d'alligator. Ces 2 prodiges des foires trouvèrent l'un en l'autre un esprit frère. Leur romance fleurit, défiant les normes sociales et démontrant le pouvoir extraordinaire de l'amour à transcender les apparences superficielles pour toucher l'âme. Numéro 11, alors que la fille singe captivait avec sa chevelure sombre, un phénomène blond s'apprêtait à entrer sous les projecteurs. Voici Alice Dirty, la fille dont l'existence même défiait les lois de la nature. Née en 1887 au cœur de Minneapolis, Dirty vint au monde avec une condition qui allait définir sa vie et son héritage, l'hypertrichose lanuginosa. Dès sa naissance, son corps était recouvert d'une couche duveteuse de poils blonds, un spectacle à la fois fascinant et déroutant pour tous ceux qui la voyaient. En grandissant, ses poils atteignirent une longueur incroyable de 23 cm à l'âge adulte. Pour les parents de Dirty, la condition de leur fille représentait à la fois une bénédiction et une malédiction. Reconnaissant le potentiel lucratif de son apparence inhabituelle, ils prirent la décision difficile de l'exhiber comme attraction foraine. Une voie qui mena Dirty à la célébrité et à la fortune. Surnommée la fille laineuse du Minnesota, elle parcourut le Midwest américain, sa chevelure impressionnante et sa personnalité charmante attirant des foules partout où elle passait. Mais avec les années, la vie sur le circuit des foires commença à peser sur elle, et à 28 ans, elle prit la difficile décision de se retirer de la scène. Numéro 10, si les cheveux blonds pouvaient attirer l'attention, ce sont Chang et Bunker, les jumeaux siamois originaux, qui ont véritablement fasciné le monde. Nés en 1811 dans le royaume de Siam et célèbres pour être reliés par la poitrine, leur lien unique stupéfia non seulement les spectateurs mais donna également naissance à un terme qui perdure depuis des générations. Découverts par le marchand britannique Robert Hunter, les jumeaux furent emmenés en Amérique en 1829, où ils devinrent rapidement une sensation. Présentés comme les garçons doubles du Siam, ils parcoururent le pays captivant les foules par leur lien incroyable et leur coordination exceptionnelle. Mais Chang et In étaient bien plus que de simples attractions de foire. Des hommes d'affaires avisés, ils négocièrent des contrats lucratifs et amassèrent une fortune qui leur permit de prendre leur retraite dans une plantation en Caroline du Nord. Là, ils défièrent à nouveau les conventions en épousant Adélaïde et Sarah Yates, et en ayant ensemble un impressionnant total de 21 enfants. Malgré les défis posés par leur physiologie unique, Chang et In vécurent une vie d'une remarquable normalité. Ils bâtirent des maisons séparées sur leur plantation, alternant entre elles tous les 3 jours, et devinrent des membres respectés de leur communauté.
Numéro 9, alors que Chang et Ing remettaient en question notre notion de séparation, un autre artiste repoussait les limites même de ce que signifie être humain. Des étendues glacées de la Russie impériale émerge l'histoire de Fédor Jevtichuk, un garçon dont l'existence défiait les frontières de l'humanité. Né en 1868 avec une condition rare appelée hypertrichose, le visage et le corps de Jevtichuk étaient recouverts d'un épais manteau de poils, lui donnant l'apparence d'un chien ou d'un loup-garou. Découvert par le célèbre impresario américain P.T. Barnum, Jevtichuk fut emmené aux États-Unis en 1884, où il devint une sensation sous le nom de scène de Jojo, le garçon à tête de chien. Les spectateurs s'émerveillaient de son apparence inhabituelle, et Barnum inventa des récits fabuleux sur ses origines sauvages, prétendant qu'il avait été trouvé vivant dans les forêts de Kostroma. Cependant, derrière l'exagération et le sensationnalisme, Jevtichuk était un garçon d'une intelligence et d'un charme rares. Il apprit rapidement plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand et le français, et se fit connaître pour son esprit vif et sa personnalité attachante. Malgré les humiliations vécues en tant qu'artiste de foire, Jevtichuk ne perdit jamais son sens de l'humour ni son amour de la vie. Il forma des liens étroits avec ses collègues artistes et utilisa même sa célébrité pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Numéro 8, dans les annales des spectacles ambulants, peu de figures sont aussi marquantes que celle d'un homme mesurant à peine 4 pieds. Voici Schlitzie, la légende des foires, dont l'émerveillement enfantin et le sourire contagieux ont conquis les cœurs de toute une génération. Né Simon Metz en 1901, la petite taille et les traits distinctifs de Schlitzie étaient dus à une condition rare appelée microcéphalie. Mais là où d'autres voyaient une simple différence, les gestionnaires de Schlitzie y voyaient une opportunité. Présenté comme le dernier des Aztèques ou simplement comme un microcéphale, il devint rapidement un pilier des foires. Son caractère attachant et ses talents naturels de comédien en firent une figure aimée partout où il allait. La célébrité de Schlitzie atteignit de nouveaux sommets en 1932, lorsqu'il apparut dans le film culte Fric. Sa performance mémorable cimenta son statut d'icône du monde des spectacles. Bien que le contenu controversé du film entraîna son interdiction dans de nombreux pays, l'héritage de Schlitzie perdura. Malgré la nature souvent exploitante de l'industrie des foires, ceux qui ont connu Schlitzie se souviennent de lui comme d'une présence joyeuse et aimante, un homme dont le rire et l'affection pouvaient illuminer les jours les plus sombres. En fin de compte, son héritage est celui de l'espoir, de la résilience et de l'esprit humain indomptable, un héritage qui survivra bien après que les tentes auront été repliées et que les foules seront rentrées chez elles. Numéro 7, des têtes de taille inhabituelle au corps d'une symétrie étonnante, les variations humaines ne connaissent aucune limite. Dans les collines du Tennessee, une fille est née pour redéfinir la notion même de bipède. Dans l'histoire médicale, peu de cas sont aussi fascinants que celui de Myrtle Corbin, surnommée la fille à 4 jambes. Née en 1868 avec une condition rare appelée dipigus, Corbin possédait 2 bassins distincts, côte à côte, chacun doté d'une paire de jambes. Mais là où d'autres auraient vu une simple anomalie, Corbin y vit une opportunité. Dès son plus jeune âge, elle apprit à marcher, puis à danser, utilisant ses jambes extérieures avec une grâce et une agilité remarquables. Son talent impressionnant attira l'attention des promoteurs de spectacles à travers tout le pays. À seulement 13 ans, Corbin rejoignit le cirque Barnum, où elle devint une sensation instantanée. Les spectateurs étaient fascinés par sa capacité à mouvoir ses 4 jambes indépendamment, et des médecins venaient de loin pour étudier son anatomie unique. Cependant, la vie de Corbin ne se résumait pas uniquement au projecteur. Elle tomba amoureuse et épousa James Clinton Binnell, un homme qui voyait au-delà de ses différences physiques pour découvrir la personne qu'elle était réellement. Ensemble, ils eurent 4 enfants, un témoignage frappant de la résilience incroyable du corps et de l'esprit humain. Numéro 6, se distinguer avec 4 jambes est remarquable, mais dominer la scène sans aucune jambe relève de l'incroyable. Eli Bowen, un homme qui a redéfini les limites du corps humain, a accompli cet exploit. Né en 1844 avec une condition rare appelée phocomélie, où ses pieds étaient directement attachés à son bassin, Bowen a défié les lois de la gravité et a redéfini ce qui était possible. Là où d'autres voyaient des limites, Bowen voyait un défi à relever. Dès son plus jeune âge, il commença à entraîner le haut de son corps, développant une force et une agilité exceptionnelles qui allaient faire de lui une légende de son époque. À seulement 13 ans, il rejoignit les spectacles itinérants sous le surnom de l'acrobate sans jambes. Il stupéfia le public par ses exploits de force incroyables, se déplaçant avec grâce sur ses mains malgré son anatomie inhabituelle. Avec l'essor de sa renommée, son répertoire s'enrichit. Il apprit à monter à cheval, exécuter des numéros acrobatiques complexes, et même à marcher sur un fil, n'utilisant que ses bras pour s'équilibrer.
Mais Bowen n'était pas qu'une curiosité de foire, il était un mari, un père, un homme qui a refusé que ses différences physiques le définissent. Bien que le monde se soit émerveillé devant sa forme exceptionnelle, ceux qui le connaissaient voyaient en lui un homme de courage et de détermination rare, un véritable héros américain. Numéro 5, alors que certains défient la gravité sans jambes, d'autres défient les conventions sans bras. Voici Francis O'Connor, pour qui la limitation est devenue une source d'inspiration. Né sans bras, O'Connor a refusé de laisser ses différences physiques la définir. Elle a plutôt choisi de développer ses compétences et d'affiner son esprit, devenant l'une des artistes les plus remarquables de sa génération. Dès son plus jeune âge, elle a appris à utiliser ses pieds de la même manière que d'autres utilisent leurs mains. Elle a appris à écrire, coudre et même peindre avec une dextérité qui étonnait tous ceux qui la rencontraient. Lorsqu'elle eut l'opportunité de rejoindre le cirque Ringling Brothers, elle saisit cette chance de partager ses talents avec le monde. Surnommée la Vénus de Milo vivante, O'Connor devint une sensation, captivant le public par sa grâce et son habileté incroyable. Elle pouvait enfiler une aiguille, servir une tasse de thé, et même tirer avec un fusil, tout cela avec ses pieds. Cependant, l'héritage d'O'Connor va bien au-delà de ses années sur scène. C'était une femme d'une intelligence et d'un esprit exceptionnels, une brillante interlocutrice capable de tenir tête à n'importe qui. Bien que le monde ait admiré ses capacités physiques, ceux qui la connaissaient la considéraient comme une femme d'un courage et d'une détermination sans égale, une véritable icône de l'esprit humain. Numéro 4, alors que certains surmontaient l'absence de membres, d'autres luttaient contre un excès de déformation. Joseph Merrick, né en 1862 dans le Londres victorien, vivait dans un corps devenu sa prison. Atteint du syndrome de Proteux, une maladie rare provoquant de graves déformations physiques, sa vie se transforma en une lutte incessante. Sa tête surdimensionnée, ses excroissances osseuses et son bras droit hypertrophié l'isolaient de la société, le reléguant aux marges de l'existence. Né avec ses déformations sévères, Merrick affronta une vie de rejet constant. Il tenta désespérément de s'intégrer tout en endurant les regards cruels des autres. Épuisé par l'idée d'être enfermé dans un asile de travail, il se tourna vers les spectacles forains où il devint tristement célèbre sous le nom de l'homme-éléphant. Les foules s'émerveillaient de son apparence unique, mais lui, en souffrait, humilié d'être réduit à une curiosité humaine. Cependant, la vie de Merrick prit un tournant décisif lorsqu'il rencontra le docteur Frédéric Trèves, un jeune chirurgien qui voyait au-delà de ses déformations physiques et reconnaissait l'homme intelligent et sensible qu'il était. Sous les soins du docteur Trèves, à l'hôpital de Londres, Merrick retrouva une certaine paix et dignité. Dans ces dernières années, son esprit doux et son intelligence vive lui valurent l'admiration et le respect de ceux qui l'entouraient. Numéro 3, alors que certains portaient le fardeau des déformations physiques, d'autres défiaient littéralement les conventions. Voici Martin Lorello, l'homme chouette, un artiste capable de tourner sa tête à 180 degrés. Né Martin Emerling en 1886 à Nuremberg, en Allemagne, son talent unique était dû à une rare condition qui rendait sa colonne vertébrale exceptionnellement flexible. La carrière de Lorello dans le monde du cirque débuta au début des années 1900, lorsqu'il rejoignit le cirque Barnum et Bailey. Son numéro, consistant à tourner complètement sa tête et accomplir diverses tâches en étant dos au public, fit rapidement de lui une attraction majeure. Au fil des années, il se forgea une réputation de maître dans son domaine, se produisant avec diverses troupes, notamment Ripley's Believitor Note et le cirque Ringling Brothers. Malgré ses luttes contre l'alcoolisme et des accusations non prouvées de sympathie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, Lorello poursuivit sa carrière jusqu'à l'âge de 60 ans, restant passionné par son art et la scène. Numéro 2, à une époque où les femmes étaient censées se conformer à des normes strictes de beauté et de féminité, Annie Jones osa être différente. Née en Virginie en 1865 avec une condition rare appelée hirsutisme, elle développa une barbe épaisse dès l'âge de 9 mois, ce qui lui valut une célébrité précoce sous le surnom de l'enfant Ésaü. Sous la gestion de P.T. Barnum, Annie devint une sensation, captivant le public par son apparence unique et son charme indéniable. En grandissant, elle embrassa son rôle de femme à barbe, portant des robes élégantes et des bijoux qui mettaient en valeur sa féminité, tout en défiant les normes traditionnelles de genre. Son talent et son charisme firent d'elle l'une des artistes les plus célèbres et les mieux payées de son époque. Annie utilisa sa notoriété pour remettre en question les attentes sociales et plaider en faveur d'une plus grande acceptation des différences, devenant ainsi une figure emblématique de la lutte pour la reconnaissance de la diversité. Numéro 1, alors que certains défient la société par leur apparence, d'autres vont jusqu'à défier l'anatomie elle-même. Découvrez Félix W.M. Un homme dont le corps était une véritable bande de caoutchouc vivante.
né en Allemagne à la fin du 19e siècle avec une condition rare appelée syndrome d'Ehlers dans l'eau, WM. Était un prodige de flexibilité et d'élasticité. Il pouvait étirer la peau de son ventre sur près de 45 cm, la tirant comme une bande élastique avant de la relâcher. Ses joues pouvaient également se distendre de manière spectaculaire, et il amusait souvent les spectateurs en nouant sa peau ou en l'utilisant pour envelopper son visage tout entier. Sa réputation grandissante attira l'attention du cirque Barnum et Bailey, qui l'engagea rapidement comme tête d'affiche. Surnommé l'homme à la peau élastique, WM. Parcourut le pays, émerveillant les foules avec ses contorsions incroyables et ses démonstrations bizarres. Son talent unique fit de lui une véritable légende du monde des spectacles forains. Si vous avez trouvé ces histoires fascinantes et souhaitez découvrir encore plus de récits surprenants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous plongeons dans des histoires étonnantes et souvent méconnues qui changent notre manière de voir le monde. Alors, si vous aimez l'histoire, les mystères et les curiosités sur le Monde TV officiel, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, et rejoignez notre communauté de curieux. À bientôt pour de nouvelles découvertes.